Il marche en parlant et après. Ah non, je vous arrête. Il parle en marchant, ça n'a rien à voir. Si vous le dites. Tant qu'il circule, il peut bien causer si ça lui chante. Salut de toi. T'es peut-être pas au courant, mais tu viens d'atterrir sur un podcast un peu particulier. Tous les week-ends, je me lève avant le reste du monde pour aller marcher en forêt en cogitant à voix haute. Et le pire, c'est que j'enregistre tout ça, son et images. Donc si là t'es sur une plateforme d'écoute, n'hésite pas à passer sur la chaîne YouTube pour profiter du paysage et de ma ravissante ganache. Et au fait, moi c'est Basile, mais on m'appelle le B. Maintenant qu'on s'est présenté, tu vas pouvoir écouter Gambade et Gamberge. Allez, j'enfile mes bottes et on peut démarrer. Hello tout le monde, ça y est, on se retrouve dans des bonnes conditions, en forêt. Tout va bien, tout est rentré dans l'ordre. Aujourd'hui, la météo nous laisse pas un petit peu tranquille, mais complètement tranquille, puisqu'on a un ciel totalement dégagé. Écoutez, ça fait drôle, entre guillemets, de revenir dans la forêt dans d'excellentes conditions d'enregistrement, après avoir fait hier, pour ceux qui l'ont vu, un épisode complètement en intérieur, complètement enregistré en plan fixe, entre guillemets, le cul vissé sur une chaise dans une petite chambre, au micro-studio. C'était très... Enfin, ça s'est bien passé. Moi, j'ai pris assez de plaisir à le faire et finalement, ça s'est bien goupillé, mais ça a été compliqué entre guillemets à mettre en place au dernier moment et en se disant qu'avec le seum qui montait et puis avec le temps aussi qui presse un petit peu, il n'y allait pas nécessairement avoir d'inspiration. Pas nécessairement pour pas dire pas du tout. Donc voilà, donc de retour dans cette fameuse forêt. Alors là, vous voyez, on en a parlé dans les épisodes qui sont passés, de cette fameuse, ces fameuses saisons qui passent, donc de la lumière du jour qui se fait de plus en plus désirée tôt le matin. Alors là, je sais que la caméra de l'iPhone a des belles capacités de compensation de la luminosité, etc., etc. Donc je pense que vous avez une image qui est tout à fait correcte. En tout cas, si c'est pas le cas, je me démerderai pour rattraper ça un petit peu en post-prod. Mais là, moi, je suis pas du tout dans l'obscurité. On va pas raconter de conneries, mais je suis pas du tout dans la lumière. C'est-à-dire que on est encore dans le petit jour qui se lève. C'est encore assez sombre. Donc vous voyez, on est début août. On arrive à la mi-août bientôt, et on est déjà dans l'ombre, entre guillemets, le matin à 6h bien passé. Donc, attaquons tout de suite. Qu'est-ce qu'on peut aborder aujourd'hui ? Alors hier, j'ai parlé pas mal de BizDev, je suis parti un peu en sucette dessus. J'ai parlé beaucoup de micro hier, enfin dans l'épisode précédent. C'était pas forcément prévu, donc aujourd'hui on va éviter de parler de micro, de microphone, de podcast, de tout ça. Alors, je sais pas ce que j'ai le stabilisateur qui part tout seul sur la gauche depuis tout à l'heure. J'espère qu'il va bien, j'espère qu'il n'est pas en train de nous lâcher lui aussi. Alors, je vous avais dit qu'il y avait pas mal de retours qui m'avaient été faits, il y avait pas mal de questions qui m'avaient été posées, et puis des thèmes qui m'ont été suggérés, évidemment. Déjà, il y en a que je vais oublier, il y en a que j'ai déjà traités, et puis il y avait pas mal de choses qui se rejoignaient les unes les autres. Il y avait des gens qui m'avaient demandé de parler un petit peu plus du sport, un petit peu plus de l'activité physique, d'autres qui m'ont demandé de repasser un peu sur la discipline, d'autres qui m'ont demandé de repasser sur la créativité, et d'autres qui m'ont posé des questions un peu plus, un peu plus dans la gamberge. C'est-à-dire qu'en fait, il y en a qui ont compris, je pense, la faculté, pour appeler ça une faculté et pas une tare ou pas une dégénérescence, la faculté que je pouvais avoir, entre guillemets, à rentrer donc, en ce que j'appelle en flow, sur certains thèmes, sur certains sujets, certains points, et donc qui m'ont posé des questions un peu en ce sens, ce que je veux dire, c'est en gros des questions qui potentiellement inspirent. Alors je me fais la réflexion à chaque fois, je vais vous la faire à voix haute, à chaque fois que je démarre l'enregistrement, donc là, comme on vient de le faire ensemble, je sais pas pourquoi, surtout que là, dans cette forêt-là, je la démarre en côte. Je le démarre en côte, l'enregistrement. Il n'y a pas le choix, en fait, Enfin, il y a le choix, mais pour commencer la forêt, commencer le trajet que je me suis fixé dans cette forêt-là, ça commence par une côte. Et je sais pas pourquoi, je me mets à marcher. Alors ça se voit certainement pas autant à la caméra qu'en vrai, mais là je marchais beaucoup trop vite en fait. Et du coup je commence à avoir le souffle qui... j'ai pas 90 ans, donc ça va, encore heureux, ça va, je peux tenir le truc, mais je me mets à mettre dans le rouge léger. Parce qu'il faut quand même tenir le stabilisateur, le micro, le machin. Là j'ai mis un manteau aujourd'hui de peur que la météo
nous réattaque. Et finalement, je pense que le manteau va pas être très utile longtemps, mais me donne plus chaud qu'autre chose. Mais bon, voilà, je sais pas pourquoi je me mets une pile toujours sur les 200 premiers mètres, comme si il fallait rattraper un truc. Alors en fait, je pense que c'est plus contre-productif qu'autre chose. Voilà, je sais que vous seriez bien passé de cette observation, mais je voulais vous la faire parce que elle m'a permis de reprendre mon souffle hypocritement en vous faisant croire que j'allais apporter une information précieuse pour la compréhension de ce qui va suivre. Bon allez, on va la faire parce que sinon c'est pas rigolo. Hier j'ai eu au téléphone... Enfin non, qu'est-ce que je raconte ? Hier j'ai eu le plaisir de passer voir mon ami Thomas Rivol. Allez, ça fait toujours plaisir. Le passer voir, prendre un café, on a même été marcher en forêt ensemble. C'est vous dire à quel point c'est quelque chose de permanent dans ma vie, entre guillemets, de marcher. Pourquoi en plus on a été marcher ensemble ? Parce que pour ceux qui ont suivi, hier, là, quand je vous dis hier, je parle du jour qui précède cet enregistrement. Je ne sais pas quand vous regarderez, mais c'était le jour où j'ai enregistré le fameux épisode où je suis cloîtré dans ma chambre, enfin cloîtré dans une chambre pour enregistrer parce qu'il pleuvait beaucoup trop pour pouvoir tourner dehors. Et donc j'étais extrêmement blasé, non pas de finalement avoir pu faire l'épisode, parce que ça c'était plutôt une victoire, c'est plutôt cool, mais blasé de ne pas avoir pu aller me marcher. Et donc du coup, j'ai pas manqué l'occasion, quand le camarade Thomas a dit qu'il était chaud aussi, on est parti marcher un petit peu. Bref, tout ça pour vous dire qu'il m'a fait un retour hier. Évidemment, c'est pas le seul à me l'avoir fait, mais concernant le chapitrage. On en a déjà parlé, j'ai déjà abordé le point dans un épisode je sais plus quand. Mais voilà, il m'a dit que ce serait bien quand même que les vidéos soient chapitrées, pas forcément dans le détail et dans le micro-détail, mais pour pouvoir aller plus vite à l'essentiel pour ceux qui aimeraient. Alors évidemment, vous vous rendez compte que les épisodes s'accumulant, enfin les épisodes non chapitrés s'accumulant, moi je les ai pas appris par cœur, les épisodes je les connais pas par cœur. La plupart d'entre eux, je les ai jamais re-regardés, entre guillemets. Enfin, à part à la post-prod et au montage, évidemment, mais je re-regarde pas mes épisodes, ce serait un petit peu vivre dans une boucle infinie. Mais là, pour le coup, pour chapitrer, j'ai pas vraiment le choix, si je veux faire ça proprement, que de re-regarder. Et vous imaginez bien qu'avec 13, 14, 15 épisodes de plus d'une heure et demie qui se cumulent, ça commence à faire un petit peu de temps. Donc, je vous promets pas que ce sera fait prochainement. Parce que là, en fait, pour être très, très, très clair avec vous, là, jusqu'à mi-septembre, j'ai un emploi du temps. Faut pas être cardiaque, en fait, pour le dire gentiment. C'est pas grave, c'est prévu comme ça. Tout va très bien. Je suis pas en train de vous faire l'influenceur LinkedIn qui prépare sa mise en scène de burn-out dramatique pour vous emmener avec lui dans sa vulnérabilité. Non, tout va très bien. C'est juste qu'en termes de temps, en termes de plage et de bande passante, il n'y a pas beaucoup de dispo. Donc voilà, je sais plus pourquoi je faisais cette observation-là, mais j'ai bien pris le retour du copain. Je sais. Alors peut-être dites-moi vous si l'écrasante majorité en a strictement rien à faire. Peut-être que ça m'intéresse de le savoir. Je vous dis pas que c'est le cas, mais peut-être que ça m'interpellerait sur le fait qu'en fait tout le monde s'en fout parce que de toute façon vous m'aimez tellement que vous regardez les épisodes pour être du début à la fin avec moi et peu importe les thèmes et les sujets qui s'enchaînent, vous venez pas vraiment pour ça. Mais voilà. On verra selon la statistique. Si vous êtes plus de 2 à répondre, je considérerais que c'est une information valable. Non, je plaisante. Je finirai par le faire, ce chapitrage, où quand je serai multimilliardaire, grâce à toutes les marques internationales qui sponsoriseront ce format, je pourrais déléguer cette tâche à quelqu'un que je paierai grassement pour faire ça. On va attaquer, donc je voulais peut-être attaquer par les questions dont je vous ai parlé hier, qui m'ont été posées par Julien Le Coupanec, que je soupçonne d'être breton, comme je vous l'ai dit hier. Mais bon, ça arrive à des gens très bien, et moi les Bretons, c'est des gens que j'aime beaucoup, j'ai beaucoup de famille à moi en Bretagne. Qui m'a posé des questions, que lui se note quand il entend des questions un peu pertinentes. Alors il y a des trucs qui sont un peu trop mainstream à mon goût, des trucs qui touchent un peu trop aux personnes aussi à mon goût. Mais par contre, il y avait des questions intéressantes. Alors, je ne suis pas sûr que j'arriverai à rentrer en flow. Surtout, de toute façon, c'est le problème. De toute façon, c'est le problème comme je vous l'avais dit dans l'épisode sur le flow. C'est le problème du brainstorming, c'est le problème de ce genre de choses-là. C'est le problème, c'est avoir l'intention d'avoir une idée, c'est le pire moyen pour avoir une idée. Alors là, le but, c'est pas d'avoir une idée. Le but, c'est d'entrer en flow, c'est de pouvoir vous raconter des trucs, etc. Mais avoir l'intention de le faire de manière
intentionnelle du coup, mais de manière dirigée, de manière contrôlée, c'est le pire moyen pour y arriver directement de manière qualitative. Vous savez, c'est un peu comme quand vous voulez vous rappeler de quelque chose que vous avez oublié. Il y a une confusion, une absence de cohérence dans ça, dans vouloir se rappeler de quelque chose qu'on a oublié. Enfin, vouloir, c'est normal, mais essayer de se dire on va volontairement s'en rappeler. Après, attention, on sait qu'on y arrive. Vous m'avez déjà vu raccrocher des wagons avec 25 minutes de digression entre deux wagons. Mais en réalité, c'était pas vraiment des oublis. C'est juste que j'avais mis trop de bruit, trop de data entre les deux et que c'était compliqué de remonter le fil. Bref, je ne vais pas aller parler 3 heures de ça, mais en gros, voilà. Et je crois que dans les questions qu'il m'a posées, que j'ai retenues, il m'a demandé si j'avais pratiqué du sport quand j'étais petit, enfin jeune, et si ça m'avait enseigné quelques leçons. Il m'a aussi demandé comment je définirais le succès si je devais l'expliquer et parler à mon moi adolescent. Alors moi, je suis pas très très fan, voire même ça me fait un peu gerber, mais c'est complètement débile, c'est complètement arbitraire, hein. C'est ma réaction à moi débile, mais je suis pas très fan du truc de parler à mon moi d'il y a 10 ans. Je sais pas, je trouve ça tellement facile intellectuellement, enfin facile pas dans le sens c'est facile, t'es compris, facile dans le genre c'est un peu trop mainstream, tu sais, c'est un peu du Slimane Vita en termes de musique. J'ai rien contre ces deux personnes qui sont certainement des êtres humains de haute qualité, mais en termes d'apport au patrimoine musical international et français, je suis pas certain qu'on soit sur quelque chose de très sharp. Après ça, le temps nous le dira, mais vous voyez, c'est des trucs pour vendre des 7 à 77 ans, quoi. Et le côté, ouais, qu'est-ce que tu dirais à ton SWAT il y a 20 ans? Je comprends totalement la démarche. Attention, il faut garder quand même l'humilité intellectuelle d'essayer de se plier et de s'adapter au truc. Mais l'exercice, ok, je comprends l'intérêt de qu'est-ce que tu dirais au toi, machin, mais ça pue le narcissisme, ce genre de truc-là, même si on peut avoir des réponses qui vont complètement contourner ce travers, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre de ce qu'on dirait à son soi d'il y a 10 ans? Ça, c'est un truc de film. C'est un truc de film où... Enfin bref, moi, c'est un truc qui me débecte en termes d'exercice philosophique. Après, je comprends l'intérêt émotionnel, je comprends le pathos, je comprends le côté stylistique de la chose, mais je sais pas pourquoi je m'enflamme sur la question, parce que c'est pas grave en soi. Mais je trouve ça d'une facilité... c'est trop digeste, on va dire... intellectuellement, et ça se veut à chaque fois que les gens nous parlent de ça dans leurs grandes conférences, dans leurs films et tout, ça se veut brillant, enfin ça se veut incroyablement évolué comme projection, comme modèle, alors que putain, on s'en fout que ce soit mon moi d'il y a 10 ans. Qu'est-ce que je dirais surtout à un mec de 10 ans aujourd'hui? Qu'est-ce que je dis? Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Enfin, bref, je m'égare, mais pour le respecter aussi l'initiative de m'avoir envoyé des questions qui sont intéressantes. Comment je définirais le succès, par exemple, à mon moi d'il y a 20 ans, ou à mon moi adolescent, ou à n'importe quel adolescent, peu importe, parce qu'on s'en fout que ce soit mon moi ou que ce soit quelqu'un d'autre. Je vais commencer par celle-là. Là, je commence à avoir très chaud avec le manteau, donc je vais peut-être couper dans pas longtemps pour l'enlever, vous ne serez pas surpris. Le succès, pour moi, c'est une arnaque. Déjà, de base, c'est le genre de choses, vous savez, que après quoi, les choses après lesquelles on court toute notre vie, peut-être pas, mais une grande partie de notre vie sans jamais l'atteindre. C'est comme le bonheur, c'est comme enfin bref, après là ça part un petit peu trop en dev perso et ça commence déjà à me chatouiller. Je suis pas trop friand de ces thèmes-là, mais le succès, pour moi, déjà il y a une énorme différence entre le succès et la réussite. Pour moi, il y a une différence d'état. Le succès, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent certainement, le succès c'est un état temporaire. C'est même pas un état pour moi, c'est une étape, c'est un jalon, c'est un moment très très précis qui en général se situe vers la fin d'un cycle. Après un projet, on est en succès et avoir, je pense, acquis plusieurs succès, avoir accompli, je sais pas comment dire, avoir record plusieurs succès d'affilée complémentaires les uns aux autres, etc. Et les avoir, en avoir pérennisé les bénéfices, parce que un succès va vous amener du plus, va vous amener des avantages, peut-être aussi des inconvénients, mais c'est pas le succès l'important, c'est ce que ça va vous amener comme arme supplémentaire. Et le fait d'avoir enchaîné plusieurs succès, d'avoir su en
en optimiser et la durabilité des bénéfices, etc., je pense que c'est ce qu'on peut appeler la réussite, qui pour moi est un état plus lointain, plus constant. Même si on peut être en réussite de manière temporaire. En vrai, plus je parle de ça, plus je trouve que le sujet est d'un creux monumental, malheureusement. Je vois pas où on va aller, en fait, avec le truc. Donc ça me casse un peu les couilles, littéralement, d'avancer plus là-dessus. C'est pas méchant du tout, hein. C'est juste que c'est des trucs tellement lisses qui amèneront pas grand-chose, je pense, au débat. Enfin, pas au débat, mais à la brillance intellectuelle de quiconque qui écoutera ces termes-là. Mais je pense que de toute façon, que ce soit le succès, la réussite ou quoi que ce soit de ce genre-là, à partir du moment où c'est votre objectif, c'est foutu pour vous. Si vous êtes suffisamment perché pour courir après ça, déjà en sachant que ça c'est indéfinissable de manière concrète, vous allez vous faire mal parce que vous n'allez jamais atteindre ça. Après on peut dire oui, mais on est capable de définir des petits succès, mais parlez plutôt d'objectifs en fait. On ne fait pas les choses pour atteindre le succès. Le succès, c'est une conséquence du fait d'avoir bien exécuté, d'avoir eu de la chance, d'avoir... Enfin, il y a tout un tas de paramètres qui vont s'assembler et qui vont faire que on est finalement en situation de succès et qu'on peut parler de réussite. Voilà. Donc, c'est pas du tout un sujet qui m'inspire, comme vous pouvez le constater. Donc, évidemment, c'est strictement rien contre Julien, que je trouve déjà être un mec brillant. D'ailleurs, Julien, qui est un ancien de The Family, je sais plus si je vous avais expliqué... hier, mais en tous les cas, c'est un mec qui fait du gros contenu sur YouTube, mais qui en plus de ça est passé dans pas mal de conférences que j'avais vu passer il y a des années, et c'est quelqu'un qui est très sharp, très pertinent. Donc là, évidemment, la question qu'il me posait, il l'a juste posée à la mauvaise personne, je pense, pour l'inspiration, mais c'est pas du tout contre lui, et c'est pas du tout une mauvaise question, bien au contraire. Mais c'est pas moi qui vais pouvoir avoir le plus de level inspirationnel de dev là-dessus. Voilà, le succès et la réussite, pour moi, c'est quelque chose dont les autres s'occupent pour vous. Quand je dis les autres s'occupent pour vous, c'est-à-dire que vous ne devez jamais avoir à vous en soucier, avoir à vous en sentir responsable et avoir à vous préoccuper du futur ou du passé de ces états-là. Le succès et la réussite sont des choses dont autrui doit s'occuper pour vous. Et quand je dis autrui, c'est pas nécessairement les gens bien, hein, c'est plutôt les gens qui ont que ça à foutre, pour utiliser des termes polis. Voilà. Alors évidemment, succès, réussite, peut-être, si vraiment on veut tomber dans des schémas d'une facilité déconcertante de discussion, vont entraîner de la jalousie, de la réaction, du remodelage des comportements autour de vous. Oui, ça va vous amener tout un tas de choses positives comme négatives, mais ce que je dirais à un môme, là-dessus, si j'avais un môme devant moi qui avait que ça à foutre de m'écouter sur ce sujet-là, c'est n'en est strictement rien à battre. Le succès et la réussite ne doivent ni être tes objectifs, ni être des sujets dont tu te préoccupes. Donc au moins c'est simple, un bon signal, une bonne alerte, c'est si tu t'occupes du ton succès ou de la réussite, ou alors pire, du succès et de la réussite de quelqu'un d'autre, tu te préoccupes de ça mentalement, ou si ce sont tes objectifs, tu es forcément sur un mauvais chemin. Donc au moins tu ne pourras pas dire qu'on t'a pas prévenu, tant que tu restes sur ce truc-là, t'es dans la merde. Donc tu changes de chemin et tu avises. Voilà ce que je dirais à un jeune qui m'aurait posé cette question. Donc, pour passer à une autre question et très vite avancer, concernant les sports que j'ai pratiqués quand j'étais plus jeune. Alors, j'ai pratiqué quelques sports, j'en ai pas fait 10 000 non plus. Plutôt soit des sports collectifs, soit des sports de combat. J'en ai pas fait 10 000. Alors, pour tout de suite mettre les choses au clair, moi, j'ai jamais été très foot. J'ai toujours beaucoup aimé y jouer avec les gens de chez moi quand j'étais dehors, etc., dans les parcs, dans les trucs et tout, mais j'ai jamais été dans l'approche discipline sportive. Pour moi, le foot, c'est un truc qu'on fait avec ses potes du quartier quand on a fini les cours, quand on est en week-end et qu'on peut traîner dehors. C'est pas du tout... ou c'est quelque chose qu'on regardait. J'appréciais regarder le foot à la télé. Moi, j'ai fait partie de cette génération qui était jeune, mais très jeune, mais qui a vécu la finale et la victoire de la France à la Coupe du Monde 98, qui est quand même un souvenir assez incroyable dans ce domaine-là. Le foot n'est pas du tout un sport qui me passionne. J'entends évidemment la technique que certains talents peuvent atteindre et tout. Moi, ce que je trouve moins intéressant, c'est l'industrie qui est derrière, qui m'intéresse vraiment pas. J'ai pas spécifiquement d'avis. Ça sert à rien de m'apostropher, de me demander mais qu'est-ce que tu penses du fait que des footballeurs gagnent plus que certains PIB de certains pays du tiers-monde. Enfin, moi, j'en ai rien à foutre en fait. S'il y a des gens qui sont suffisamment débiles
pour payer des centaines de millions d'autres débiles qui sont juste excellents à faire quelque chose avec un ballon, en fait, qu'ils soient débiles ou pas d'ailleurs, ça sert à rien de dire débile. En fait, ça vous regarde. Enfin, c'est pas que ça vous regarde pas, c'est que ça n'a aucun. Je vois pas l'impact que ça doit avoir sur vos vies et sur nos avis en fait. Tant que ce sont pas mes millions. C'est sûr que si c'est de l'argent qu'on prélève sur mes réserves personnelles, là, je peux avoir éventuellement quelque chose à dire. Le reste, c'est vraiment. Est-ce que vraiment vous pensez qu'on vous demande votre avis sur est-ce que c'est bien que Mbappé gagne tant Est-ce que vous pensez que déjà ça intéresse qui que ce soit? Et deuxièmement, est-ce que vous pensez que ça changera quoi que ce soit, que votre avis soit émis? Bon les gars, je vais vous dire un truc très clair parce que je me rends compte en fait depuis avant-hier ou hier, je sais plus, enfin en fonction des épisodes, c'est un peu tendu en ce moment pas dans ma vie perso, mais j'allais dire dans un mix entre la vie privée et la vie pro. C'est tendu aussi parce qu'il y a énormément de boulot et que c'est compliqué d'enchaîner des journées sans faire le ouin-ouin de « Oh là là, quelle horreur, je suis entrepreneur libre de faire ce que je veux et je travaille trop ». Non. Mais c'est tendu, j'ai d'autres choses à gérer d'ailleurs que le travail. Et je sais pas si vous vous en rendez compte, mais je suis plus négatif que d'habitude. Et moi, je m'en rends compte. Alors sans vous faire un sketch salto arrière de bullshit de dev perso, de positivisme à 2 francs 50, je sens quand même que c'est en train de me gonfler. Donc j'en suis désolé pour ceux que ça impacterait, dans le sens qui se diraient « Oula, ça devient un peu régulier en termes de négativité ». Vous inquiétez pas, c'est normal. Ça, je tire un peu sur la corde en ce moment. Tout va très bien. C'est juste des petits phénomènes, des petits symptômes en plus. Mais voilà, désolé. J'essaye de faire attention là, pour la suite de l'épisode à pas trop m'enfoncer facilement dans ça, parce que vous remarquez que peut-être que des fois ça va vite. Aussi, c'est parce qu'il y a des choses qui vont m'énerver, mais je vais avoir tendance à, évidemment, biais de négativité, je vais avoir tendance à me précipiter sur ce qui me gave, sur ce qui m'irrite, etc., plutôt que avancer normalement, sans non plus tomber dans le travers opposé, qui est de tout voir comme incroyable. Ah, une feuille, un arbre, non, tout ça, c'est pas ma came, hein, vous avez compris. Mais voilà. Donc, pour parler d'un sport que j'ai pratiqué vraiment, avec beaucoup d'amour et beaucoup de passion, quand j'étais beaucoup plus jeune, c'est le rugby. Moi, mon père était un malade mental de rugby, a joué au rugby toute sa jeunesse. Il a été au PUC, il est passé au Stade de France quand il était... alors attention, hein, Stade français, pardon, pas Stade de France. Mais quand je dis Stade français, je parle pas de l'équipe de division majeure, mais bien juste du club. En plus de ça, dans des époques très lointaines. Donc quand je dis qu'il est passé, vous inquiétez, n'entendez pas que ça a été un joueur professionnel, c'est juste que c'est quelqu'un qui a été extrêmement investi dans le rugby et qui a beaucoup joué. En plus de ça, mon père a été journaliste sportif, donc pour vous dire à quel point ça a été important dans sa vie, mais moi, il m'a mis au rugby, enfin, il m'a pas mis au rugby, parce que quand on dit ça, on voit le père qui prend le gosse et qui le fout au forceps au rugby. Non, il m'a fait découvrir le rugby, qui a été une de ses passions. Il m'a amené, alors forcément, dans mon quartier, il y avait un club, donc il m'a amené au club de rugby du quartier, du coin où j'habitais, où j'ai passé d'excellentes années sans pour autant durer très longtemps, parce qu'après je suis parti en internat, etc. Donc j'ai été un petit peu coupé de cet endroit-là, mais j'ai pu retrouver le rugby en internat, parce que l'internat dans lequel j'étais était très rugby. Il y avait une grosse culture rugby dans cet internat-là, et il y avait une grosse culture rugby d'ailleurs dans beaucoup d'établissements de cette région. Donc c'était super, parce que on pouvait vraiment vivre des compétitions, des championnats, et s'affronter entre équipes, et c'était très intéressant. Au niveau du rugby, moi, je vous fais un topo très rapide. Quand je démarre, j'ai dû démarrer vers 6-7 ans. Mon frère a démarré en même temps que moi, mais il était, je crois, un peu trop jeune pour aimer ça. Enfin, il n'y a pas vraiment d'âge. Trop vieux ou trop jeune. Mais je pense que, en tout cas pour mon frère, c'était un peu trop tôt. Moi, ça a été... Alors par contre, j'arrive dans ce monde-là, je pèse 12 kilos. Je vous disais, je dois peser à peu près 12 kilos. Tout mouillé quand je commence ma carrière, pour utiliser un mot absolument adapté, de rugby. Et je suis un tout petit gabarit. Pas forcément en taille, c'est-à-dire que je suis pas petit, mais je suis très sec, très mince. Alors qu'aujourd'hui, comme tout le monde le sait, je mets un tour de bras et une tête à The Rock, mais voilà. Et donc je commence là-dedans, et je vois qu'il y a une disparité, mais extrêmement importante, de gabarit dans les tranches du même âge. Vous savez, les poussins, les machins, les benjamins, toutes les catégories d'âge des sports co, ou pas que collectifs d'ailleurs, je suis en train de me dire.
Et donc j'arrive dans des groupes d'enfants où il y a plein d'amis à moi qui sont des cure-dents comme je le suis, mais il y a des gens qui font peut-être deux fois notre poids. Mais vraiment, des fois, je dis 2 fois, c'est peut-être abusif, mais on doit pas être très loin sur certains. Et donc très vite, je me rends compte qu'en fait, c'est soit je prends ça comme un problème, dans le sens, je vais faire. C'est comme si je décidais de l'existence d'une liste basée sur le poids et le gabarit, dans laquelle forcément j'étais au fond, en bas de la liste. Soit je décidais qu'au contraire, c'était un camp à choisir. C'est-à-dire que, pas à choisir, mais qu'il y avait 2 camps, il y avait les gros gabarits et les petits gabarits, et que les petits gabarits venaient avec tout un tas d'assets, tout un tas de talents et d'armes bien à eux, et les gros gabarits venaient également avec leurs assets et leurs armes bien à eux, mais n'avaient pas, entre guillemets, la même fonction, hein, ce qui est littéralement la définition du rugby, entre les 3 quarts et les avants. Mais pour ceux qui connaissent un petit peu, on va pas faire un cours maintenant, mais ce que je veux dire, c'est que je le voyais pas de manière, si vous voulez, académique rugby. Moi, c'était plus en mode, soit on décide de survivre, soit on décide de subir. Mais si on subit, c'est une horreur, le rugby. Enfin, surtout pour un môme qui découvre, donc qui est pas vraiment attaché, quoi. Quelqu'un qui est attaché à ce sport, même si il peut s'entraîner parfois dans des conditions difficiles, même dans des ambiances difficiles, hein. Moi, j'ai vu des gens qui s'entraînaient dans des clubs un peu de merde, où il y avait une ambiance de merde, mais ils le faisaient par amour du jeu, parce qu'ils avaient besoin d'aller se dépenser une fois par semaine. Alors, c'est pas des gens qui avaient la moindre prétention de professionnel ou quoi, hein, mais bref. Et donc, plutôt que de le subir, comme on était pas mal dans ce cas-là, moi, je me suis dit, il n'y a pas 30 000 atouts quand on est un petit gabarit. Il faut être plus rapide. Donc, je me suis focalisé. Alors, je vous dis ça comme si, vous savez, vous êtes en train de visualiser des Kobe Bryant et des machins là, qui vont s'entraîner à 5h du matin à shooter au lancer franc ou à faire... C'était pas ça du tout. Mais j'avais vraiment cette intention, quand j'allais m'entraîner, d'être le plus rapide, de courir vite. Moi, j'ai toujours couru très vite sur des petites distances. Sur des grandes distances, faut pas trop compter sur moi. Alors, c'est pas que je peux pas les faire, c'est que ne comptez pas sur moi pour vous claquer les plus grands chronos. Ça, c'est quelque chose que la science a vérifié tout au long de ma vie. Mais sur les courtes distances, je suis assez explosif. Et comme j'aime bien me faire mal et me mettre dans le rouge, j'ai pas de mal à aller beaucoup trop... pas beaucoup trop, mais à vraiment monter au degré d'intensité maximale, ce qui permet sur une courte distance de vraiment faire la différence entre 2 personnes à capacité physique équivalente. Après, par contre, faut pas me demander de continuer à respirer, parce que je suis complètement mort. Mais voilà. Et donc, je maximise là-dessus, avec un peu de... Comme je fais en même temps un peu de sport de combat, j'ai fait du judo très très jeune. Alors, judo, c'est un sport de combat, mais on n'est quand même pas dans un sport d'une violence extrême, même si, attention, hein, ça peut être redoutablement hardcore, le judo, mais on n'est pas dans un affrontement spartiate, pour moi, dans le judo. On n'est pas dans un affrontement gore. On est plutôt même dans quelque chose d'assez élégant et d'assez, de toute façon, martial, donc de très respectueux, même si dans un combat professionnel, ça rigole pas. J'étais très bon en judo, bien que petit gabarit, encore une fois. J'avais un professeur un maître qui était génial, qui était un Vendéen, qui s'appelait, je crois, Éric Salé, qui doit exercer toujours et que je crois qu'il est rentré au pays natal en Vendée. Mais à cette époque-là, il entraînait à Paris, à Ballard, là où j'étais. Et qui m'a vraiment donné le goût du truc et qui était un pédagogue extraordinaire, qui avait ce qui est pour moi, comme je vous l'ai peut-être déjà dit dans un autre épisode, je sais plus, qui avait pour moi le vrai leadership, comme je le définis. Pour moi, le leadership, c'est la faculté à donner envie, mais vraiment envie, aux autres, donc les autres étant ceux qui apprennent, ou ceux qui sont leadés, ceux qui sont dirigés. Donc la capacité à donner envie aux autres de vous rendre fiers. Ça veut un peu rien dire pour les gens qui prennent ça un peu premier degré, littéral, etc. Mais rendre fier, évidemment, on s'en fout de rendre fier qui que ce soit, votre manager, etc. Mais quand vous avez envie de faire bien pour l'honneur et pour la fierté de celui qui vous enseigne et celui qui vous emmène, pour ceux qui ont déjà vécu ça, il y a peut-être des gens parmi vous qui n'ont jamais vécu ça, et je trouve ça assez regrettable, et c'est pas forcément de votre fait. Vous voyez ce que je veux dire pour ceux qui l'ont vécu, et on a tendance à vraiment bien faire les choses, on a tendance à voir jaillir en nous une discipline, une rigueur, un professionnalisme, une conscience qu'on peut totalement s'attribuer à nous-mêmes. On peut se dire, mais non, en fait, c'est pas lui qui a généré ça en moi, c'était ça qui était en moi depuis le début. Oui, c'était disponible en moi, mais en fait, le leader, c'est celui qui va réussir à faire mobiliser, à mobiliser
nous faire mobiliser ces vertus et ces valeurs de manière indirecte, dans l'objectif toujours de le rendre fier et d'atteindre d'atteindre le résultat qui nous demande de payer quelque part ce qu'il nous demande de payer dans le sens tranquille du terme. Et donc voilà, pour moi c'est ça un grand leader, une grande leader, c'est quelqu'un qui a la capacité à donner envie aux autres de le rendre fier. Et Eric, mon maître de judo, était totalement cette définition-là du leader. Et c'était très drôle. Enfin, moi, j'aime beaucoup aller m'entraîner avec lui. Je me rappelle, alors, c'est pas pour bomber ou quoi que ce soit, je m'en branle littéralement parce que j'ai strictement rien fait dans le judo et j'ai arrêté assez tôt après avoir déménagé. Mais j'avais passé des grades assez rapidement et je me rappelle pendant les compétitions, les petites compétitions qu'on faisait, je combattais souvent contre des plus gradés. Des plus gradés ou des plus âgés, mais je crois que c'était des plus gradés. C'était pas une histoire d'âge, c'était une histoire de grade. Et j'ai des photos chez moi où on me voit, je sais plus comment on dit, mais je suis ceinture jaune-verte ou non, jaune-orange, pardon, pas jaune-verte. Ceinture jaune-orange et je suis contre une verte ou contre une orange-verte. Enfin, je sais pas, peut-être que je dis n'importe quoi sur les couleurs, mais je suis à peu près certain que c'est pas trop loin de ça. Et ça me faisait beaucoup rire parce qu'en fait, j'avais pas un gros gabarit, j'étais pas très bon. Enfin, j'étais pas très bon, j'avais pas de puissance musculaire à mettre à disposition de mes performances. Par contre, je sais pas comment il s'était débrouillé, mais j'avais très bien compris l'équilibre, l'usage de la force et le balancier, quoi. Je comprenais un peu comment on faisait facilement perdre l'équilibre à quelqu'un, perdre la force, perdre le levier, perdre l'ascendant physique à quelqu'un. Le tout dans un sport comme le judo dont le but est de vous foutre au sol. Ça doit pas se voir à l'image, mais je suis recouvert de toiles d'araignée. Et pourtant, on est dans des chemins, je suis dans des axes là, dans cette forêt qui sont très larges. Donc c'est quand même incroyable de vous dire qu'il y a quand même dans ces forêts-là, il y a des toiles qui traversent les chemins de part et d'autre entre les arbres. C'est ouf parce que là, j'en ai accumulé une dose depuis le début, c'est hallucinant. Donc pour revenir sur le judo, pourquoi je vous parlais du judo ? Le judo, c'est génial, parce que je sais pas, pour ceux qui ont pratiqué ou qui connaissent un peu de loin, on vous met des valeurs dans le crâne quand vous êtes tout petit qui sont vraiment des bonnes valeurs très mainstream, très solidarité, respect, humilité, etc. Mais en fait, c'est très bien parce que ça peut commencer tellement jeune le judo sans être dangereux pour les petits qui le pratiquent que rentrer ces choses-là dans le quotidien, enfin quand je dis ces choses-là, c'est les valeurs dans le quotidien de jeunes enfants, le tout en plus dans une pratique de sport de combat, avec aussi de la combativité, de l'abnégation, de la discipline, et puis un truc sur lequel je vais revenir forcément avec le rugby, mais de comprendre qu'on n'est pas en sucre, c'est très important très tôt, quand on commence à développer une conscience du danger. Donc, je dis très tôt, tranquille, à 6 ans, vous n'êtes pas conscient forcément des dangers du monde, mais à 6, 7, 8 ans, vous commencez à comprendre en fait que vous êtes vulnérable dans tout un tas d'aspects, notamment physiques, notamment via les écarts de gabarit, etc. Et c'est important, moi c'est au rugby que je l'ai plus compris qu'au judo, mais c'est important de comprendre qu'on n'est pas en sucre. Ça a l'air bête, mais il y a vraiment... Parce que si vraiment on fait de la psychologie à 2 balles, mais qu'on va loin dans le truc, c'est... Imaginons les gens qui aujourd'hui ont 30, 40 ans, qui n'ont jamais découvert petit, et après même qu'ils n'étaient pas en sucre, encore à l'heure d'aujourd'hui, ils ne doivent pas vivre la même vie que ceux qui ont compris très tôt qu'ils étaient solides, entre guillemets. Après, attention, quelqu'un de solide peut se faire exploser, peut se péter n'importe quel os, etc. Mais quand je parle de ne pas être en sucre, c'est que un choc, oui, il y a des chocs qui vous tueront, et il y a des chocs qui ne vous tueront pas. C'est sûr que si vous rentrez à 80 km/h dans une rambarde avec votre Clio, normalement, il va se passer quelque chose. Mais quand moi, la première fois de ma vie sur un terrain de rugby, j'ai pris une charge d'un mec qui devait faire 30 kilos de plus que moi, à un âge, de toute façon, où on est soi-disant... les gens disent que les jeunes enfants sont élastiques, incassables un petit peu. Alors, je me suis rien cassé de spécifique, mais à ce jour-là. Mais par contre, j'ai pris une charge. Je me suis même pas vu tomber, tellement j'ai pris un kick monumental dans la cage. Le mec, il m'a rentré pleine balle dans la gueule et dans la cage. Moi qui pensais pouvoir l'arrêter avec mes moins 30 kilos, mais moi, j'étais positivement naïf, héroïquement naïf, on va dire. Et en fait, tout le monde a accouru après le choc, parce qu'à part ça a dû faire un bruit monumental, et il paraît que ma tête est partie vraiment contre le sol, etc. Et en fait, heureusement pour moi, il n'y avait rien. Je ne dis pas que c'était pas du tout dangereux et que
et que c'était complètement anodin, mais il m'est rien arrivé. Et du coup, le tout, c'est de se relever, de se dire, ah bon, c'est ça en fait, c'est ça de se prendre un énorme bœuf dans la gueule. Bon, bah, si c'est ça, il y a pas vraiment de problème à aller s'en prendre dans la gueule, et donc il y a pas vraiment de problème à prendre les risques de se le prendre pour arrêter l'adversaire. Et donc, à partir de ce jour-là, qui m'est arrivé heureusement pour moi assez très tôt, même dans mon cursus rugbystique, j'ai plus eu aucune hésitation à rentrer dans la gueule même des plus gros, pour essayer de placer un plaquage, pour venir participer à un effort de poussée, à un maul, à ce que vous voulez, mais j'ai jamais eu de problème à avoir un vis-à-vis plus gros que moi et à rentrer dans des bœufs, ou à risquer de rentrer dans des bœufs, soit pour les arrêter, soit pour les passer. Après ça, et en fait, évidemment, après, ça vient avec le goût du jeu, on développe de la technique pour pouvoir optimiser tout ce qu'on fait, mais si déjà on n'a pas coché la case, de dire ça va rien faire de grave et on va largement survivre, et en plus de ça, on s'endurcit parce que une fois on se laisse surprendre, une deuxième fois on se laisse un peu moins surprendre, une troisième fois on comprend que c'est quand ça tape là que ça fait le plus mal, donc si on prend le choc là, bref, vous avez compris, on optimise. Et donc voilà, c'est pas tant l'objectif de développer la violence, l'agressivité ou quoi, mais au contraire, de développer la capacité à y résister, la capacité à pas la craindre, et la capacité à être sûr aussi qu'on va survivre. Enfin, survivre dans le sens qu'il faut pas se laisser surmonter, submerger par le pseudo-danger, le pseudo-risque. Les gens qui sont tout le temps en réaction et tout le temps apeurés de tout ce qui se passe, la vie, elle doit être compliquée, quoi. Donc, pour ça, le rugby, c'est génial. Après, je sais qu'avec les générations qui ont suivi, ça a vachement changé pour les petits, parce qu'il y a dû y avoir plein d'accidents et plein de bonnes raisons de faire ça, mais maintenant, ils jouent à touche-touche. Enfin, bref, j'ai pas d'avis à donner constructif là-dessus. Pour moi, c'est bizarre et dommage. Je sais pas pourquoi, pendant des années, ça s'est bien passé pour quasiment toutes les générations qui nous ont précédés et la mienne. Et pourquoi ça devrait plus bien se passer pour les suivantes, même si j'entends qu'il y a dû y avoir des accidents, qu'il y a dû y avoir des trucs. Je suis pas sûr que d'un coup ça règle tous les accidents, même si y a forcément des mecs qui vont arriver et qui vont dire ah si oui d'accord. Enfin, bref, je vous parle pas des trucs comme le football américain où les mecs ils s'explosent le cerveau à longueur de carrière et qu'après ils deviennent complètement tarés. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, il y a un très bon film qui s'appelle, je crois, Seul contre tous, en version française, parce que j'ai plus le titre, où il y a un médecin, je crois que c'est un médecin légiste, non je sais plus si c'est un médecin légiste, mais c'est peut-être un neurologue, médecin légiste, je sais pas, il a une espèce de spécialité bizarre, et en fait il étudie les corps post-mortem, et il essaie de comprendre, enfin voilà, un médecin légiste quoi. Et il en vient à étudier le corps, donc c'est un film avec Will Smith qui s'appelle donc Seul contre tous, je répète. Il en vient à étudier le corps d'un ancien grand champion de football américain, si je dis pas de bêtises, donc il n'a rien à voir avec le rugby ni avec le foot traditionnel, qui est un sport qui est très violent et qui est même un peu basé sur la violence. Donc déjà, c'est un sport qui est compliqué à comprendre quand on vient du rugby, parce que c'est des règles, on se demande s'ils n'étaient pas sous LSD quand ils ont commencé à les inventer. Et en fait, en étudiant les causes de la mort, mais c'était surtout que c'était une mort qui était un peu suspecte, où il y avait eu, je crois, des tentatives de meurtre, où c'était un suicide, ou j'en sais rien. Et il comprend en fait que le gars, il a le cerveau bousillé. Et que c'est à cause de ça, entre guillemets, qu'il est mort, ou qu'il s'est donné à mort, ou qu'il y a eu je sais plus quel fait. Et il en vient donc à petit à petit essayer de prouver et mettre au grand jour, pour pas vous spoiler, les travers de la violence du football américain. Vous irez voir le film si vous avez envie d'en comprendre plus, et il se retrouve un peu face à une institution qui est légèrement puissante aux États-Unis, donc on appelle la NFL, donc la National Football League, la Ligue nationale du football américain, qui est un petit peu puissante, comme je vous dis, et c'est pas facile pour lui. Donc allez voir ce truc-là, c'est assez intéressant comme film. C'est une belle prestation de Will Smith, et c'est un sujet qui est intéressant. Je sais qu'au rugby, il y a eu des gros problèmes aussi, je sais qu'ils font super gaffe au trauma et au choc, etc. Mais bon, voilà. Bref, je pense que je vais pas faire 2 heures sur le rugby. Mais voilà, donc ce que ça m'a enseigné, pour répondre un peu plus à la question de Julien, comme sport, c'est ça va être évidemment la camaraderie aussi, voilà, j'oubliais. Mais même dans les sports de combat, en fait, je me faisais la réflexion l'autre jour, j'étais à un entraînement de JJB, et je me disais, c'est marrant parce que le JJB, c'est pas du tout un sport co, JJB, Jiu-Jitsu brésilien, pardon. Je déteste les gens qui... Alors, quand c'est un oubli, c'est pas méchant, mais quand c'est fait exprès, les gens qui parlent dans leur jargon pour bien vous faire sentir que vous êtes pas du clan et que vous comprenez. Le JJB, c'est Jiu-Jitsu brésilien, donc c'est un sport de combat sans frappe, uniquement de lutte au corps à corps et d'enchaînement de mouvements de domination
de l'adversaire et de neutralisation de l'adversaire qui se passe à 99% au sol, qui a donné naissance à ce qu'on appelle le grappling, qui est un peu une version du JJB sans kimono, moins martial, mais qui est une partie très importante du MMA. Quand les combattants en MMA, donc les gens que vous voyez se fracasser la gueule dans les cages, quand les combattants en MMA finissent au sol, là, le grappling prend la place. Sauf qu'en plus, eux, ils ont le droit de se mettre des mandales dans la gueule. Mais donc bref, je me faisais la réflexion le jour à l'entraînement et je me disais que c'était marrant parce que bon, moi j'ai la chance de fréquenter un club qui est vraiment incroyable quand je suis à Nantes. Alors le problème c'est que ça se fait de plus en plus rare en ce moment, c'est compliqué, et ça manque beaucoup. Mais je fréquente le club qui s'appelle Della Riva Nantes à Nantes, à la Chapelle-sur-Erdre plus précisément, et qui a été fondé et qui est tenu par Beto Ramos, qui est un maître redoutable et incroyable de JJB. Qui vient donc de l'école Della Riva, comme il dit. Et il y a un vrai esprit de corps dans ce club-là. Tout le monde est très soudé. C'est une vraie famille. Et je me disais, c'est marrant parce que ça a beau être un sport de combat. Et j'avais retrouvé ça dans le judo. Mais j'étais tout petit dans le judo, donc c'était compliqué d'avoir autant de conscience. Mais ça a beau être des sports de combat, c'est des sports qui génèrent une énorme camaraderie. En fait, le fait de souffrir ensemble, d'être dans l'effort ensemble, et le combat même, en lui-même, le fait de s'affronter, ça génère vraiment pour moi une vraie camaraderie, un vrai rapprochement. Alors encore une fois, la camaraderie, c'est compliqué à cerner pour les gens qui ne l'ont pas éprouvé, qui ne l'ont pas rencontré. Et c'est pas du tout un jugement de valeur, et c'est pas du tout c'est bien, c'est pas bien, vous êtes dénué du sens de camaraderie, mais en fait la camaraderie elle vous tombe dessus sans que vous la demandiez. Il faut que vous en soyez compatibles, y soyez compatibles, je pense, sinon c'est compliqué pour vous. La camaraderie, c'est pas juste l'effet de groupe. La camaraderie, c'est on se sent plus fort avec nos amis, enfin avec le groupe, on se sent faire partie de quelque chose et on est disponible, on est alerte, on est disponible, on est serviable, on est impliqué, on est solidaire, on juge jamais, on essaye de tirer vers le haut. Vous voyez, il y a cette espèce de dimension vertueuse dans la camaraderie qu'on peut retrouver dans l'armée, qu'on peut retrouver dans évidemment les sports collectifs, mais là ça tombe sous le sens, j'ai envie de vous dire qu'il y a une camaraderie dans une équipe. C'est un peu l'objectif ultime d'une équipe, en dehors d'être performante, hein. Mais je pense que sans camaraderie, c'est dur d'atteindre la performance maximale d'une équipe. Donc voilà, pour terminer cette réflexion qui n'est pas très intéressante, mais je me disais, c'est marrant qu'on génère autant de camaraderie dans les sports co que dans les sports de combat, qui sont des sports individuels. Je ne suis pas certain qu'on puisse générer de la camaraderie dans les sports individuels non de combat. C'est un peu compliqué. Mais peut-être que si, hein, à vous de me dire. Mais donc voilà. Voilà pour les sports, donc la camaraderie, le respect, prendre conscience de sa solidité, mais aussi de sa vulnérabilité. C'est bien dans des sports de contact comme ça qu'on se rende compte qu'on n'est pas en sucre, et c'est bien aussi de se rendre compte quelles sont nos lacunes, nos points faibles, soit pour les compenser par des points plus forts, soit pour les régler, pour annuler un point faible voilà, les gens qui sont pas assez balèzes, les gens qui sont pas assez rapides, les gens qui sont pas assez souples. Bref, tout un tas de choses où il n'y a pas assez de vent, soit on choisit de compenser ça par autre chose, soit on choisit de neutraliser le point faible en le travaillant intensément. Moi, mon point faible, c'était, je sais pas, on peut considérer que c'était le poids. En tout cas, dans ces jeunes années au judo et au rugby, comparé à des gens qui étaient plus lourds que moi, j'allais pas prendre 20 kilos intentionnellement à ces âges-là, surtout. Et du coup, au rugby, mon point fort, c'était la rapidité, la vitesse, mais aussi j'étais un peu un kamikaze, c'est-à-dire quand je rentrais au plaquage sur certains mecs, j'y allais vraiment pour l'arrêter, quoi. Donc je m'en foutais un petit peu de ce qu'allait m'arriver. Et j'étais un peu trop déconnecté de la phase de jeu. J'avais pas vraiment cette vision de « Ok, je le plaque et il va se passer ça ». Bon, vous m'en voulez pas, j'ai dû couper 2 minutes, j'ai croisé un espèce de mec bizarre. C'est drôle quand même qu'on est dans le fin fond d'une forêt des Yvelines. Il est... là, ça y est, le jour s'est levé, il doit être 7h30 du matin, et il y avait un mec... C'est pas une forêt qui est à 200 mètres de la ville, hein. C'est une forêt qui est perdue dans le confin des petites bourgades des Yvelines. Vraiment, hein. Et, qui est à plus de 40 minutes de Paris.
Et, et là, en plein milieu de la forêt, je tombe sur un mec shooté en fin de trip, je pense. Bon, c'est triste, mais... Alors je vous dis ça, c'est un peu une déformation professionnelle, mais vous faites bien ce que vous voulez, mais quand vous entrez dans un périmètre où il y a un comportement un peu étrange comme ça, moi, vous avez vu tout de suite, le réflexe a été de couper la vidéo. Alors évidemment, après, vu que c'est coupé, vous voyez plus ce qui se passe, mais la vidéo est coupée, le stabilisateur est plié, le téléphone est dans la poche, j'ai les mains libres, et je suis en état de gérer la situation s'il y a quoi que ce soit à gérer. Il n'y a rien eu à gérer du tout. Strictement rien. Il m'a regardé un peu comme un extraterrestre, et puis il a avancé de son côté, j'ai avancé du mien. Mais il n'y aurait pas eu de bonne raison pour moi de dire « Ah là là, je suis en train de tourner, je reste dans mon truc, je reste dans mon fluide, dans mon flux, pardon. » Et je continue parce que, les deux mains prises, concentrées, en plus avec du matériel qu'il faut éviter de faire tomber par terre, et qui en plus de ça peut même être un levier d'intérêt, de valeur, hein, comparé à quelqu'un qui pourrait s'avérer trop hostile. Moi je suis pas... j'ai la chance d'être un homme, déjà. Ce qui fait de moi forcément une victime moins intéressante pour la plupart des chiens de la casse qui agressent les gens isolés. Je suis en âge de combattre, comme on dit. J'ai une condition physique qui n'a rien d'extraordinaire, mais qui me permet de potentiellement faire face à 99% des pseudo-hostiles qu'on trouve dans nos citadelles en France. Quand je dis 99%, ça ne veut pas dire que je fume tout le monde. C'est-à-dire que la plupart des petites pourritures qui attaquent des gens, qui les dépouillent ou qui les agressent, c'est pas des Schwarzenegger et c'est pas des combattants MMA. Hein. C'est des espèces de locks qui attaquent en groupe en général, en général armés, etc. Et physiquement, qui sont pas du tout au rendez-vous si jamais ça tombe sur du répondant mental et physique. Bref, tout ça pour vous dire, voilà, on regrettera jamais d'avoir pris trop de précautions dans ces situations-là. Je peux vous le dire, c'est mon expérience qui parle. Hein. Je vais pas vous faire quoi que ce soit comme retour d'expérience là-dessus. On va pas axer le podcast sur ce genre de conneries, mais on prend jamais assez de précautions. Et on a tendance à être complètement OK avec ça. D'ailleurs, c'est un peu là, c'est un peu philosophique là où je pars, mais c'est un peu le cas avec tout ce qui est dangereux. Mais on a tendance à faire très attention à ça quand on n'est pas seul, quand il n'y a pas que notre intégrité qui est concernée. Si par exemple là, je marchais avec ma femme, je peux vous garantir que si je croise un bizarre, comme j'appelle ça, après bon, moi j'ai eu la chance de pratiquer certains métiers et d'avoir une certaine expérience, donc évidemment tout n'est pas une science exacte, mais il y a des comportements physiques et des patterns de comportements, de mouvements physiques qui attirent l'attention des gens qui ont l'habitude. Une manière de se déplacer, une incohérence ou une cohérence de mouvement avec les mains, de regard, etc. On comprend plus ou moins l'intention. En tout cas, on peut en émettre une hypothèse et donc la préparer son traitement, comme on dit. Mais ce que je veux dire, c'est que si là j'étais avec ma femme, j'aurais fait encore plus attention. Et je pense que tout le monde le ferait. Et par contre, quand on est seul, quand on est qu'avec soi, c'est marrant, hein, c'est complètement contre-intuitif, comme disent les influenceurs, les infopreneurs de luxe. C'est que on fait moins attention quand c'est que pour nous. Et c'est pareil, par exemple, je sais pas, si vous conduisez, si vous faites de la moto, vous allez prendre beaucoup plus de risques si vous êtes seul que si vous êtes à deux. Et c'est vraiment con, en fait. Enfin, je dis pas qu'il faut prendre plus de risques quand vous êtes deux. C'est pas du tout ça. Mais il n'y a pas de bonne raison, en fait, qu'il y ait une différence de niveau, de sécurité, d'importance accordée à la sécurité entre les deux. Bref, ne nous enfonçons pas dans un sujet aussi inutile que ça. Moi, ça me fait toujours de la peine quand j'ai aucune peine si jamais je croise qui que ce soit de bizarre ou pas bizarre, quel que soit son background, sa vie, si jamais la personne décide de m'agresser ou d'agresser les miens. J'ai aucune peine, et comme le disait le grand philosophe Caris, je n'ai aucune peine, je te nique ta race. Hein. Et puis si j'y arrive pas, en tout cas, j'aurais tout fait pour y arriver et tu m'auras éteint avant. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai aucune peine pour les gens qui me seront hostiles. Je les éteindrai quoi qu'il arrive. En tout cas, je ferai tout pour. Et il faut que ce soit très clair dans la tête des gens. Il faut être comme ça. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a aucune tolérance, aucune empathie, aucune compréhension, aucun embryon d'aller vers l'autre quand l'autre vous est hostile. Okay, d'abord, vous le traitez et quand il est éteint, éventuellement, on philosophe un petit peu sur le pourquoi du comment. Je vous invite vraiment à avoir ce mindset-là. Si ça vous débecte d'entendre ces choses-là, désabonnez-vous de la chaîne, passez votre chemin, parce qu'on a beau gambader, gamberger, être joli, être machin, et dans la forêt et tout, on n'est pas non plus des biches qui se font chasser. Mais voilà, j'ai aucune peine à ce niveau-là. Par contre, là, j'en ai croisé un. Alors attendez, je vous reprends en 3 secondes.
Donc je vous disais, j'ai aucune peine quand c'est hostile, mais quand ça ne l'est pas, encore une fois, là j'ai croisé un mec totalement inoffensif à mon égard. C'est triste d'être défoncé à je sais pas quoi. Ça peut être alcool, ça peut être crack, ça peut être ce que tu veux. D'être défoncé en forêt, dans les Yvelines, à cette heure-là, c'est compliqué. C'est compliqué. Ça fait toujours de la peine de se dire que certains sont dans cette situation-là. Et évidemment, on peut que imaginer, sans avoir la moindre idée de ce qu'est vraiment leur vie, mais on peut imaginer quelle est l'obscurité dans laquelle ils baignent. Bref, pour passer sur un sujet plus drôle, il y avait un truc dont je voulais vous parler aujourd'hui. Je vais devoir faire court, les amis, je suis désolé. Mais en fait, pendant que j'ai coupé, j'ai vu que j'avais un petit message et va falloir que je rentre un petit peu plus tôt pour gérer certains trucs. Il y a un truc dont je voulais vous parler, c'est qu'il y a quelques jours, il y a mon pote Kylian Khalifa, que certains connaissent mieux sous le nom de Kylian Corporation, qui a créé Corporation, entre autres, mais qui a créé aussi plein d'autres business brillants. Donc, il est pour la faire très courte, lui, il est spécialisé entre autres dans le minage de Bitcoin. C'est un entrepreneur brillant qui est, alors je sais plus quel âge il a, mais qui doit avoir 20 ans ou 19, j'en sais rien, mais qui est d'une jeunesse à peine croyable quand on voit tout ce qu'il a déjà accompli, qui est d'une jeunesse à peine croyable quand on voit tout ce qu'il a déjà fait, tout ce qu'il a déjà accompli et comment il l'a fait. C'est un mec qui a un pouvoir de résilience très très élevé, qui se prend pas la tête, qui est un exécutant assez incroyable à observer. En plus de ça, qui sait, lui, qui est conscient qu'il est jeune et qu'il a encore plein de trucs à faire, à découvrir, et donc un potentiel énorme. Mais bref, c'est un mec que j'aime beaucoup. Il est passé vivre à la maison à Dubaï quelques temps en ce début d'année. Je crois qu'il y est resté d'ailleurs, il y est toujours, peut-être qu'il est peut-être pas toujours à plein temps, mais je crois qu'il vit plus ou moins maintenant à plein temps à Dubaï. Et il est venu me parler très récemment et il m'a donné une idée et une inspiration incroyable. En fait, il est venu me demander si j'étais OK pour éventuellement commenter sur LinkedIn à sa place. Alors pourquoi ? Pour ceux qui vraiment me découvriraient pas du tout sur LinkedIn, ce qui m'aurait découvert pas du tout sur LinkedIn, ce qui est totalement normal si vous êtes sur YouTube ou ailleurs. Sur LinkedIn, il se trouve que, alors deux choses. La première, c'est que je suis assez taquin en commentaire, que je commente pas mal les posts que je vois passer, notamment ceux de mon cercle, mais pas que, et que j'ai une petite... alors, c'est pas moi qui le dis, ça me fait plaisir de me la raconter aujourd'hui dans ce podcast, mais j'ai une petite appétence et un petit skill sur la capacité à écrire des commentaires qui font mouche, comme on dit. Pas forcément toujours drôle, pas forcément toujours dans la pertinence, pas forcément toujours dans la valeur ajoutée, hein, ça peut varier complètement. Il y a un truc que je fais pas, c'est que je m'attaque à personne en commentaire, mais ça peut être une petite punchline marrante, ça peut être de l'encouragement, ça peut être de venir ajouter quelque chose à ce qui a déjà été écrit, etc., etc. Et j'en ai fait ma spécialité. Mais pourquoi ? Parce qu'en fait, donc la deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'il y a 1 an ou 2 de ça, quand j'ai commencé vraiment sur LinkedIn, je créais du contenu, comme tout le monde, hein, comme on dit créer du contenu. Enfin, pour moi, publier des posts, les amis, je sais que je vais faire mal à certains, mais c'est pas créer du contenu pour moi. Écrire sa vie sur LinkedIn et écrire son avis sur Twitter, c'est pas créer du contenu. Même si je vois pourquoi on appelle ça de la création de contenu. Maintenant, si vous avez créé du vrai contenu, un contenu, c'est quelque chose qui va rester dans le temps, en fait. C'est un truc que vous construisez, vous amenez une valeur tellement indubitable et tellement évidente qu'en fait, elle peut être reconsommée ad vitam. Un post LinkedIn, les amis, je sais pas, j'ai un peu du mal à voir ça comme du contenu. Donc quand je faisais des posts et que j'essayais d'être discipliné pour publier régulièrement, etc., ce qui est un truc qui a été très compliqué pour moi un certain temps, et pourtant c'était à cette époque-là où on faisait avec tous mes copains de ce temps-là, on faisait des grosses performances sur LinkedIn. Alors, est-ce que c'était pour l'algo, pas l'algo, je m'en tape à un niveau, vous n'avez pas idée. Aujourd'hui tout le monde pleurniche parce que l'algo est plus difficile, tant mieux en fait, ça fait une sélection naturelle, et tous ceux qui étaient là que pour la dopamine facile, ça dégage. Mais donc à cette époque-là, j'en avais tellement marre d'avoir des grosses périodes intenses de publication que je relâchais après parce que ça casse la tête, parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on n'a pas toujours l'inspi et tout, que je m'étais dit, tu sais quoi, je vais arrêter de publier, ou alors je vais publier très rarement, et je vais voir à quel point, juste avec des commentaires, on arrive à bâtir quelque chose. Et moi, j'ai vraiment pris 3 000 à 4 000 abonnés, alors j'en avais déjà quelques-uns,
uniquement par du commentaire. Et ça a été mon petit fait d'armes, et à une époque, je m'appelais même le gars en commentaire sur LinkedIn. Et c'était marrant. Par contre, attention, hein, c'était qualité. C'était pas juste coucou, super post, merci Jean-Jean. C'était pas genre congrats, c'était pas ça. C'était vraiment si je prends la peine de venir marcher sous ton post, enfin de venir prendre une place sous ton post, c'est pour amener de la valeur, c'est pour amener de l'humour, mais pas de l'humour de clown. Il y a toujours un truc. C'est dur, parce qu'on veut pas être méchant avec les gens, mais ça paye jamais d'être un clown. Quand je dis un clown, c'est. Puis alors, ça, c'est pour les gens qui seraient intéressés par le fait que ça paye ou pas. Hein. Si vous en avez rien à foutre que ça paye, bah, oubliez ce que je viens de dire. Mais quand je dis ça paye jamais d'être un clown, c'est qu'il y a des gens, ils sont pas capables d'être juste un peu drôle ou de faire un peu d'esprit. Il faut que ce soit trop. Il faut que ce soit de la clownerie. Voilà. Mais en fait, c'est pas un gag. En fait, être drôle, c'est aussi avoir un excellent sens du dosage. Être drôle, c'est pas être comique et monter son spectacle de stand-up. Hein. Vous avez compris, quand je parle de ça, c'est venir mettre une petite punchline sous un post qui fait rire, avec un esprit troll ou avec un esprit incohérent, etc. Après, moi, j'adore l'absurde, mais chacun a des styles. C'est pas de la clownerie. Après, si vous venez faire une private joke sous le post d'un de vos potes, vous faites ce que vous voulez, en fait. Mais là, je vous parle de si vous venez pour vraiment apposer un commentaire dans le but, et on va le voir dans 2 secondes, parce que vous allez voir que le commentaire, c'est quelque chose qui a beaucoup plus de pouvoir que vous croyez, dans le but de vous faire un peu voir et d'attirer l'attention soit du créateur duquel vous commentez le post, ouais, ça a l'air correct, soit des gens qui sont sur le post de ce créateur-là. Bah, en fait, il y a quand même un besoin de qualité. Donc, soyez drôle, mais soyez pas des clowns. Personne à part les clowns, personne n'aime les clowns. Enfin, personne n'aime. On s'en fout, c'est pas une question d'aimer, d'être bien. Il n'y a pas de jugement de valeur. Ce que je veux dire, c'est que en faisant le clown, vous n'allez attirer que des clowns. Donc si votre objectif, c'est d'attirer tous les clowns, parfait, continuez et obstinez-vous là-dedans. Mais si votre objectif, c'est juste de vous faire remarquer, c'est comme les gens qui cherchent à être originaux. Ne cherchez jamais à être originaux. Ne soyez pas originaux. Soyez vous-même. Soyez singulier. Soyez le plus possible singulier. Soyez vous-même au maximum, plutôt qu'essayer d'être quelque chose d'original par rapport au reste du monde. Si vous vous construisez par rapport au reste du monde, que ce soit en essayant de lui ressembler, en essayant de tout faire pour pas lui ressembler, de toute façon, vous avez tout faux sur toute la ligne. Donc n'essayez pas d'être des clowns et n'essayez pas d'être originaux. Je sais pas pourquoi je m'enflamme sur ce sujet, mais peut-être que c'est parce que ça m'intéresse. Je fais demi-tour. Hein. Je narre. En plus de vous parler, je narre mes mouvements physiques. Je fais demi-tour. Pied gauche, pied droit. Gauche, droite. Voilà. C'était pour vous faire chier. Bon bref, donc j'ai un petit passé... parce que je crois que je vais me prendre un vélo dans le dos dans pas longtemps. Non, ça va. J'ai un petit passé à ce niveau-là de commentaires. Je suis un vétéran des commentaires sur LinkedIn. Mais il y a quelque chose que j'avais laissé de côté. Et d'ailleurs, à l'époque où je cartonnais en commentaire sur LinkedIn, parce que j'ai vraiment eu des petits faits d'armes, j'essaierai de vous les retrouver, mais j'ai des commentaires qu'on fait... alors moi, c'était mon petit kiff, c'était des commentaires qui font plus de likes que le post. Bon, ça n'a aucun intérêt, mais c'est intéressant. Après, j'avais fait un commentaire sur un des posts le seul post peut-être même sur LinkedIn de Lena Situation, Lena Mafouf. J'avais fait un commentaire, je sais plus, qui était complètement parti viral, c'est un grand mot, mais en fait, il y a un potentiel dans le commentaire qui est énorme et tout le monde s'en branle d'avoir fait un mauvais ou un bon commentaire. Il n'y a pas l'espèce de pseudo-pression qu'il y a dans la publication de contenu. Donc, j'avance un petit peu pour vous dire pourquoi. À cette époque des commentaires, même si je publiais quand même, je ne vais pas faire le mytho, je faisais quand même des posts qui montraient un peu ma plume, etc. Il y avait des gens, mais il y avait un sacré nombre de gens. Je pense que je peux vraiment tabler sur une 50aine qui étaient venus plus ou moins à leur manière différemment me demander si soit je pouvais les aider à écrire, soit je pouvais, et c'était ça qui revenait le plus, les aider à avoir de la répartie. Parce qu'en fait, aider à écrire, on comprend l'idée créative de faire un post, de créer un post, de rédiger from scratch quelque chose. Mais là, ce qui avait l'air de plaire aux gens, et alors, fasciner, c'était peut-être un grand mot. Alors, 2 secondes, je coupe parce que le gars en vélo, il fait que passer et revenir, repasser et revenir. Bon, c'était très drôle, vous l'avez pas vu, mais j'ai voulu donc laisser passer un vélo, et c'était pas le même, il avait le même gilet, le même vélo. Et en plus de ça, j'ai totalement surestimé son allure, c'est-à-dire que j'ai arrêté de filmer en pensant qu'il arrivait dans 2 secondes dans mon dos, et il a pas du tout mis 2 secondes, il a plutôt mis 2 minutes. Donc bref, c'était très drôle de me voir attendre comme un débile mental. Et donc, revenons à nos moutons, excusez-moi. Les gens qui m'approchaient à cette époque-là, il y en avait beaucoup qui me sollicitaient, non pas pour que je les aide à écrire de la publication de zéro, mais il y avait ce mot qui revenait, c'était de la répartie. Ils étaient persuadés que j'avais un talent de répartie
et que potentiellement, si je pouvais les aider à le travailler et les aider à le maximiser, ça pouvait être intéressant pour eux. Et donc, voilà, il y avait beaucoup de gens qui venaient me demander ça, et c'était très, très drôle à voir, parce que, en fait, je l'ai jamais fait vraiment, parce que je savais pas, en fait, je voyais pas trop comment on pouvait vendre ça à qui que ce soit, à part, et c'était ça le problème à cette époque-là, quand j'étudiais le sujet, à part en faisant moi-même. Et ça, pour le coup, il y en a quelques-uns qui me l'ont demandé, mais je l'ai jamais fait. C'est-à-dire, en fait, si, à part en venant moi-même répondre à tes commentaires ou faire des commentaires pour toi, ou écrire tes messages pour toi, je vois pas comment je peux t'apporter de valeur avec ma répartie. Je peux pas t'enseigner la répartie. Je me suis posé la question, est-ce qu'on peut enseigner la répartie? D'ailleurs, si vous avez un avis différent du mien, dites-le moi. Donc voilà, donc ça me faisait beaucoup rire à l'époque, entre guillemets, j'étais fier de ma petite connerie, mais j'ai pas pris en compte, enfin, j'ai pas fait très attention, parce que j'étais complètement absorbé par ce que je faisais à l'époque. Et ouais, c'était ma petite fierté d'être le gars un peu sharp en commentaire, etc. Et je savais que mes commentaires avaient de la valeur, et que quand je posais un commentaire quelque part, ça attirait l'attention. Et donc j'avais conscience, évidemment, de la force du commentaire. D'ailleurs, sans en être un ambassadeur un peu bullshit, influenceur, je manquais pas une occasion d'expliquer pourquoi je considérais que le commentaire était nettement plus intéressant que les publications pour les gens qui n'avaient pas envie, ou l'appétence, ou l'envie, ou la capacité à publier, et expliquer pourquoi le commentaire était une voie beaucoup plus royale vers la création de relations et de visibilité. Et forcément, le plus simple était de le prouver par moi-même, sauf que, évidemment, vous me connaissez, j'ai pas documenté le truc. Je suis passé de, je devais avoir 2000 abonnés à 5000, 6000 abonnés en 6 mois, à faire que des commentaires, quasiment. Et puis après, j'ai disparu de LinkedIn, je suis revenu, je suis reparti 6 mois, je suis revenu. Le bon élève dans toute sa splendeur, le mec absolument pas constant. Donc, évidemment, j'en ai rien fait. Mais c'est resté quand même dans mon esprit, et je sais que le commentaire est un super pouvoir. Et à chaque fois que je donnais un peu des coups de main à des jeunes créateurs, entre guillemets, j'ai l'impression d'être un vieux briscard de centre de formation qui détecte les futurs stars. Mais à chaque fois que je donnais des coups de main à des jeunes créateurs qui venaient me demander des infos, je manquais pas de leur expliquer que le post n'était pas du tout roi. Et d'ailleurs que je pense qu'on peut aller plus vite qu'avec des commentaires qu'avec des posts. Alors ça, c'est une théorie. Je suis pas certain qu'elle soit juste, il faudrait l'essayer. Mais je vois tellement de gens s'obstiner à poster en postant de la merde, donc en n'ayant aucun retour, en ne bâtissant aucune audience, et en se démoralisant extrêmement vite à cause du manque de résultats. Je me dis, dans les commentaires, en fait, il n'y a pas vraiment de résultats escomptés. Même si, évidemment, si, on cherche la réponse, on cherche la visibilité, on cherche l'interaction. Mais il y a beaucoup moins de drama pré-inséré dans le défi, dans ce truc-là, parce qu'en fait, on s'en fout, c'est juste un commentaire. Et en plus, enfin bref, je vais pas m'enfoncer trop loin, mais il y a un vrai pouvoir. Et ce truc-là, c'était il y a quelques temps. Et donc, il n'y a pas longtemps, j'ai mon pote Kylian qui vient me voir et qui me dit, ce qu'il voit que je recommence à commenter un peu partout. Alors, c'est marrant parce qu'il me dit, j'ai l'impression que tu fais 200 commentaires par jour, alors que j'en fais évidemment pas 200 par jour du tout. Mais c'est vrai que je commente plus que la moyenne. Je dois commencer 10 à 20 posts par jour max. Mais vraiment max. Et en fait, le fait d'être dans ceux qui commentent le plus, on est très visible par rapport aux autres, surtout pour les gens de son audience. Et donc il me dit, ouais, je te vois partout, j'ai l'impression que tu commentes tous les posts qui bougent, etc. Et forcément, la manière dont moi je commente, parce qu'on se connaît avec Kylian, donc il connaît mon esprit, il sait comment je suis, il connaît mon humour un petit peu, etc. Et il dit, à chaque fois, c'est une punchline, ça me tue, c'est pertinent. Et en plus, les gens réagissent, les gens kiffent. C'est vrai qu'il y a peu de mes commentaires, à part quand vraiment je veux donner de la force, parce qu'en ce moment, je suis dans une phase où j'essaye aussi de donner de la force, plus que de mettre de la pertinence ou de l'humour. Mais ça, c'est ma volonté de donner de la force à ceux que j'ai envie d'aider. Mais quand je décide de faire un commentaire, il y a toujours des réactions, et ça fait plaisir, parce que ça veut dire qu'il y a des gens qui lisent les commentaires. Il me dit, il commence à me demander ce que j'envisagerais comme modèle si je me demandais de le faire pour lui. Donc lui, comme les gens d'il y a quelques temps, de l'année dernière ou un peu avant, il vient pour les mêmes choses, sauf que lui, il a un cerveau extrêmement construit business et ROI direct. Il me dit, voilà, combien tu prendrais pour commenter à ma place? Donc lui, déjà, il comprend tout de suite que la valeur, c'est de faire à la place de l'autre et pas de le former en répartie. En fait, on peut pas former quelqu'un de drôle, on peut pas former quelqu'un en répartie. Après, je pense qu'en s'exposant un maximum à de la haute répartie, en s'exposant un maximum à des esprits drôles, à des esprits incisifs,
dans l'humour, etc., on ne peut qu'augmenter ses chances d'y arriver, mais je ne suis pas certain qu'on peut former quelqu'un, qu'un individu peut en former un autre, pardon. Donc lui, il comprend très vite que c'est un service, c'est un do it for you, c'est vraiment quelque chose de... Le commentaire, c'est vraiment quelque chose, si on veut qu'il soit brillant dans le sens tranquille, mais si on veut qu'il soit qualitatif, il faut qu'il soit fait par l'autre. Et donc voilà, il me demande ça. Et on rigole parce que le même jour, il y a un autre mec qui me demande la même chose, mais beaucoup plus cash, en mode genre, c'est quoi ton prix ? Donc bref, on parle de ça avec Kylian. Donc Kylian, c'est le seul mec avec qui j'accepte, entre guillemets, de tester la chose, parce que c'est un mec que j'aime bien et j'ai pas envie de donner la primeur de ce truc-là à quelqu'un d'autre. Et parce que c'est le premier qui m'a approché vraiment de manière concrète business sur le sujet. Donc on commence à raisonner ensemble sur comment il faudrait procéder demain si c'était vraiment concret, parce que ça veut rien dire en mode ouais, tu veux commenter pour moi, ok, mais si on veut en faire un produit, qu'est-ce qu'on monétise, le nombre de commentaires ou le temps que je passe à commenter? Et de toute façon, si je dois commenter, qu'est-ce que tu veux que je commente? Qu'est-ce qu'on cherche? Est-ce qu'on cherche à aller conquérir des prospects en commentant leur contenu, ce qui est absolument déconseillé par moi-même, étant donné que c'est très bizarre, surtout si vous avez un compte qui est déjà développé et que vous avez une certaine influence, allez vous mettre à commenter des contenus très bas de gamme, et c'est pas méchant, mais de gens qui débutent dans l'espoir de les closer alors qu'ils font des contenus absolument immondes. Après, pour ceux qui font des très bons contenus, ils font des très bons contenus. Vous les auriez commentés quoi qu'il arrive. Mais vous voyez, c'est trop cramé quand vous voyez des gros influenceurs, la LinkedIn français, ou pas, hein, mais les autres, qui tournent à 5 chiffres ou 6 chiffres d'abonnés et qui vont liker et mettre un commentaire gentil sous un post d'un mec qui est arrivé hier soir et qui a 250 abonnés, vous faites pas mal à la tête. C'est son client. Tout le monde le sait, tout le monde le comprend. Mais le problème, c'est que ça envoie pas un très très bon signal. Et donc, évidemment, le but, c'est pas d'aller me chercher moi pour aller commenter le post de gens comme ça. Donc en fait, ce qu'on cherche dans le commentaire, c'est la visibilité. Parce que moi, j'ai une théorie que j'ai pu vérifier. C'est que si vous publiez quelque chose sur LinkedIn, de qualité évidemment, hein, si vous vous tirez une balle dans le pied, c'est même pas la peine. Mais qu'en même temps que vous le publiez, vous envoyez de l'engagement. Alors j'appelle ça de l'engagement sortant, de l'engagement, de l'output engagement, je sais pas comment on peut dire en anglais, mais de l'engagement sortant, parce que LinkedIn est une plateforme d'engagement, contrairement à ce que la plupart des gens veulent penser en pensant que c'est une plateforme de contenu. Ça n'est pas une plateforme de contenu, c'est une plateforme d'engagement. Plus il y a d'engagement, plus votre compte se développe. Évidemment, pour qu'engagement il y ait, il faut que contenu il y ait à un moment donné. Mais LinkedIn est une plateforme d'engagement. Pour ceux qui ne l'avaient pas encore réalisé, tenez, c'est gratuit. Et c'est depuis longtemps, hein, c'est pas arrivé hier soir. C'est-à-dire que plus vous donnez à la plateforme et plus vous recevez de la plateforme, plus vous avez de chances de grossir. Je l'ai vécu moi-même. Comme je vous dis, j'ai doublé mon nombre d'abonnés en très peu de temps à l'époque, juste avec des commentaires. Donc, c'est pas du bullshit. Mais je peux vous garantir que si vous publiez du contenu, alors le vôtre ou celui que vous avez fait copyrighter par qui vous voulez, mais en tous les cas, demain, vous avez un post à publier et qu'en même temps, vous tabassez en engagement sortant de qualité, et c'est le gros sujet de qualité, stratégique et de qualité, on va voir ce que veut dire de qualité et stratégique, je pense que vous pouvez tripler, quadrupler, quintupler le potentiel de viralité, le potentiel de succès de votre publication. J'en suis persuadé. Et de toute façon, même si vous n'avez rien publié, le fait de tabasser en engagement sortant de haute qualité et stratégique sur cette plateforme vous donnera de la visibilité et vous ne ferez que prendre des abonnés. Et je le constate, moi, quotidiennement. Tous les jours, je prends un certain nombre d'abonnés sans avoir forcément publié. Et je vous garantis, ce n'est pas des conneries. Parfois, un bon commentaire placé au bon endroit, au bon timing, sur le bon post du bon créateur, qui a la bonne visibilité par rapport à l'audience que vous cherchez, vous allez gagner 50, 100 abonnés. C'est pas une blague, c'est pas une connerie. Les gens vous trouveront pertinent par vos posts, mais par vos posts, vous essayez de conquérir leur attention. Donc en fait, il y a une espèce de contrat de « je sais que tu es en train d'essayer de me baiser, mais si j'aime bien comment tu fais, j'accepte ». C'est un peu ça le contenu. C'est dur, mais c'est un peu ça le contenu. Et c'est pour ça qu'on fait des accroches. Et c'est pour ça que tout le monde passe son temps à faire des posts un peu de merde, où on essaye de manipuler l'attention des gens pour au final leur dire un truc pas très intéressant. Mais on cherche à vendre quelque chose avec le contenu. On cherche à promouvoir quelque chose avec le contenu. On cherche à montrer quelque chose. Donc on a une espèce de séduction à faire. Donc en fait, les gens qui consomment du contenu, ils savent que vous êtes dans ce contrat-là. Donc ils savent que vous essayez de les conquérir. Donc ils sont, sans l'être forcément consciemment et sans l'être forcément trop fermement, ils sont dans une espèce de résistance, dans une espèce de résistance native, de résistance d'office. Alors que dans le commentaire, pas du tout. Ils ont l'impression de surprendre une conversation. Ils ont l'impression de vous entendre par erreur, de vous voir vous exprimer alors que ce n'était pas prévu. Et en plus de ça, vous êtes sur le même piédestal, si j'ose. Enfin, vous êtes sur le même niveau de marche. Évidemment,
Moi, quand je vais commenter le post d'un créateur, aussi gros soit-il, il n'est pas du tout sur un piédestal, Kiki. Hein. Je ne regarde personne depuis le bas. Mais il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas s'empêcher de regarder le contenu, surtout ceux qui n'en publient pas, qui trouvent ça phénoménalement incroyable d'avoir le courage interne de publier. Donc ceux qui ne publient pas, quand ils voient un post et quand ils échangent avec un créateur, ils le regardent comme si c'était Dieu. Moi, ça m'arrive des fois dans mon inbox d'avoir des messages de gens qui me parlent comme si j'étais une divinité, alors que c'est des CEO de boîtes qui ont 10 ans, qui payent 80 salariés, enfin, vous voyez, qui font des trucs incroyables et tout. On me dit, attends mec, moi je suis juste un tocard qui a fait un post aujourd'hui, tu vois. Donc voilà, c'était juste pour rigoler, mais c'est frappant ce que je vous dis là. Je résume, le commentaire est une arme létale sur LinkedIn. Et c'est pas pour rien qu'il y en a qui essayent de très maladroitement automatiser ça. Enfin, il y a toujours eu des automatisations de likes, de commentaires en masse, dégueulasses, où les mecs qui viennent voir des espèces de top, thank you for sharing, etc. Machin, des sortes de saloperies là. Mais bon, ça a malheureusement le peu de succès qu'on connaît. Il y en a même déjà qui essayent. On a vu passer 2-3 coquins, là, je vais pas citer de nom pour pas les mettre dans le jus, mais des mecs que j'aime bien, donc j'ai pas envie de les enfoncer, mais qui ont essayé d'automatiser ça avec de l'IA. Mais sauf que l'IA, elle peut être pertinente si vous voulez faire des commentaires un peu. Vous léchez un peu les bottes, ou vous faites quelque chose d'assez lisse, d'assez plat, vous venez résumer le post en disant merci pour cette valeur, etc. Mais elle sera pas tout de suite capable de trait d'esprit, elle sera pas tout de suite capable d'humour et de sarcasme de qualité, et elle sera peut-être pas forcément tout de suite prête à ajouter de la valeur à une valeur déjà établie, même si je doute pas qu'un jour elle en soit capable. Mais aujourd'hui, c'est peut-être un peu compliqué. Donc voilà, donc l'engagement sortant, l'engagement vers l'extérieur est peut-être plus important, surtout quand vous débutez, que l'engagement entrant. C'est-à-dire l'engagement que vous recevez grâce à votre contenu génial qui a une chance sur 2 de marcher. Pourquoi c'est plus important? Et pourquoi c'est mieux? Et pourquoi ça devrait être beaucoup plus utilisé? Et pourquoi c'est un marché qui est encore vide alors qu'il devrait être rempli? Et pourquoi je vais certainement m'occuper de remplir ce marché? Parce que si on prend le stoïcisme, c'est là où vous devriez mettre votre attention, l'engagement sortant. C'est ce sur quoi vous avez un contrôle. L'engagement entrant, vous n'avez pas le moindre contrôle dessus. Vous pouvez faire le meilleur post du monde, mettre le visuel le plus putaclic de la Terre, faire l'accroche la plus racoleuse possible. Il y aura peut-être 0 engagement. Pardon, je me suis pris un moucheron dans le nez. Il y aura peut-être 0 engagement. Par contre, si vous décidez qu'aujourd'hui, vous allez commenter les 100 meilleurs posts que vous verrez dans votre feed, ou alors que vous allez aller mettre le commentaire le plus pertinent sur tous les posts des gros créateurs qui font partie de votre liste de cibles pour essayer de récupérer un peu de leur visibilité, vous le faites. Et une fois que c'est fait, c'est fait. Oui, vous n'avez pas de... Je comprends ceux qui diront, mais j'ai pas de contrôle sur l'output, sur ce que ça va m'apporter. D'accord, mais en fait, là, je parle d'action. Entre attendre des likes et des commentaires de quelqu'un ou en donner soi-même, il y a une action qui est contrôlable et une action qui ne l'est pas. Donc, je parle pas des gros créateurs, etc. Je parle des gens qui vraiment aimeraient percer. Et en fait, si on réfléchit bien, tout le monde, y compris les gros créateurs, devrait être en permanence en train de faire de l'engagement sortant. Chaque minute qui passe où vous ne faites pas d'engagement sortant est une minute de gaspillé. Je vais devoir couper, je suis désolé, j'ai un peu débordé, j'ai pas conclu ce que je voulais vous dire sur les commentaires, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que grâce à Kylian Khalifa, allez le trouver sur Insta, sur Facebook, sur LinkedIn, etc. Kylian Khalifa de Corporation. Grâce à Kylian et à la suggestion qu'il m'a faite, je me suis mis en tête de faire quelque chose et de voir si, comme étant potentiellement un des princes naturels légitimes au trône du commentaire, parce que j'ai fait par le passé, mais en fait tout le monde s'en branle, mais c'est histoire de rigoler un petit peu, est-ce que je ne serais pas le plus enclin à essayer d'ouvrir ce marché et de prouver que ça marche pas, de prouver qu'il marche ou qu'il ne marche pas, dans les semaines qui viennent, histoire de se rajouter un truc en plus encore sur la gueule au niveau du planning et des projets en cours. Mais c'est un truc qui me parle pas mal et je me suis dit, moi je supporte pas le côté build in public pour build in public. Vous savez, juste le côté je monte ma boîte sous vos yeux, comme ça vous voyez que je suis très très transparent. C'est un peu un festival du virtue signaling dégueulasse parce qu'on va mettre en scène tout ça. Mais moi ce qui m'intéresse dans le build in public, c'est les paris qui devraient pas marcher. Et là en fait j'ai envie de me dire, je vais faire le pari de monter quelque chose là-dedans. Je vous dirai quoi dans les prochains épisodes. Et je vais le build in public. Et ça s'explose au sol. On rigolera tous très fort ensemble. Et si ça fonctionne, on rigolera tous très fort ensemble aussi. Voilà. Écoutez, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il n'a pas été trop court. Normalement, non. Je suis obligé de couper. J'ai des responsabilités. Il faut que j'y aille. Je vous embrasse très fort. Ça m'a fait plaisir de vous retrouver en forêt aujourd'hui, même si j'ai croisé beaucoup trop de monde.
Prenez soin de vous. Hein, je le dis pas assez souvent, mais tranquille, vous tabassez pas la tête toute la journée avec le podcast. Hein. Écoutez quand ça vous fait plaisir, écoutez quand vous faites la vaisselle, écoutez quand vous faites le ménage, écoutez quand vous allez promener le chien, etc., etc. Prenez soin de vous, exécutez des choses, allez découvrir des créateurs de contenu. Ah ouais, je voulais donner de la force à des créateurs de contenu et j'ai encore oublié aujourd'hui. Écoutez, je vous parle de 3 personnes que j'ai envie de vous faire découvrir cette semaine, même si j'aurais aimé prendre plus de temps pour ça et vous expliquer. Allez découvrir. Alors, il y a deux petits personnages que j'aime beaucoup, qui sont un vrai, authentique couple de coachs, et ça existe vraiment sur LinkedIn. Donc, c'est Flavio Guionneau, je sais pas comment on dit, Guionneau, et Meryl Bissonnet, qui sont donc un couple de coachs qui vous aideront à atteindre un état de santé optimal, même si vous êtes entrepreneur et occupé. Au contraire, vous devez, si vous voulez faire perdurer vos projets et leur offrir un succès, vous devez d'être en bonne santé. Allez découvrir Flavio et Meryl. Et si sur YouTube, vous ne connaissez pas encore Théo Maréchal, Théo, T-H-E-Y-O, allez découvrir, c'est le meilleur contenu que j'ai consommé récemment. Je vous laisse exécuter des choses et prenez soin de vous. T'es encore là ? Je sais pas ce qui t'a poussé à rester jusqu'au bout, mais justement, ça m'intéresse. Avant toute chose, si la balade t'a plu, abonne-toi. Vraiment. Si tu le fais, ça va me rendre heureux. Quand je suis heureux, j'ai plus d'inspiration. Et ça se ressentira dans les prochaines marches. Si t'es sur YouTube et que t'as un grand cœur, et je sens que c'est le cas, tu peux m'envoyer de la force et du feedback en commentaire. Et pour me suivre ailleurs, trouve-moi sur LinkedIn. Je m'appelle Basile Vierne. Basile avec un E comme empereur à la fin. Et Vierne, ça s'écrit V comme Viagra, I comme imbroglio, E comme essuie-glace défectueux, R comme rien ne sert de courir, il faut partir à point, N comme narcotrafiquant, et enfin E comme encore merci et à très vite pour un prochain épisode. Bise. Mais alors à qui parle-t-il à la fin ? À lui-même, paraît-il. Eh bien, on marche vraiment sur la tête, cher ami. Et si vous me dites en parlant, je vous en colle une.